Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame qui connaît les sols, qui va nous faire toute sa présentation. Nous allons l'écouter pour bien comprendre. Madame Ramael Lydia, enchantée, mes respects. Bonsoir Monsieur Grabin et bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci de m'avoir convié à votre émission. Merci d'avoir répondu positivement. Comment vous présentez? Vous êtes directrice d'une entreprise qui s'appelle... Alors, je suis directrice de Résurgence Caraïbes, qui est un bureau d'études en géotechnique que j'ai créé il y a 3 ans. Mais sinon, avant, j'ai géré un bureau d'études géotechniques aussi pendant une vingtaine d'années qui s'appelle IMS, enfin qui s'appelait, qui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée, donc qui s'appelait IMSRN. Géotechnique. Géo, on le connaît, mais derrière. Mais en fait, la géotechnique, c'est une science en fait qui va associer les deux, donc la géologie et puis la mécanique des sols. Voilà. Donc il faut une boîte à outils. Vous avez la boîte à outils qu'il faut. Oui, il faut des connaissances, il faut des compétences et voilà, nous sommes dans le pays depuis une vingtaine d'années, donc de l'observation et puis de l'écoute. Non, mais nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui, que la population puisse savoir que nous avons du personnel qui peut s'occuper de notre sol. Tout à fait. Question sol. Souvent, que ce soit un client privé, que ce soit un client public, on peut dire à plus de 80%, ils s'imaginent que ce n'est pas leur souci premier. Alors, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Enfin, on n'avait pas beaucoup développé la culture du risque. Et donc, forcément, on va dire, on n'avait pas beaucoup développé les études de sol pendant une période. Mais en fait, en tous les cas, durant les années 80, il y a eu une première avancée avec ce qu'on appelait les études préliminaires, les études G1, qui étaient demandées dès qu'il y avait le dépôt d'un permis de construire. Mais bon, ces études-là, c'était quand même des études, on va dire, c'est ce qu'on appelle les études préliminaires, donc ça donnait une idée de ce qu'il y avait sur la parcelle des gens, mais en tous les cas, ça ne donnait pas les dispositions constructives, donc c'est-à-dire comment dire aux gens comment adapter leur maison sur la parcelle. Et puis finalement, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la classe des risques, donc qui se basait, enfin, je pense que à l'époque, toutes les mairies, lors de l'instruction des permis, devaient se baser sur ce document. Classe, ouais. Voilà. Et puis après, il y a eu le plan de prévention des risques. Donc, il y a eu une année de flottement. Là, on ne savait pas trop si on faisait vraiment des études de sol lors des dépôts de permis. Et puis après, il y a eu l'obligation. Il y a encore une obligation. C'est vite dit. On va dire que parfois, ça ressemble à une appréciation, parce qu'on a l'impression que dans certaines communes, on ne va pas souvent, et pourtant, il y a des constructions. Donc, en tous les cas, les gens qui ont envie de bien faire savent qu'il faut un bureau d'études de sol, et que c'est, en tous les cas, un des premiers contacts à avoir. Le PPR, la prévention risque, pour ceux qui connaissent les anciens, avec Pierre Davidas, père son âme, qui est actuellement dans la Grande Prairie, nous avons milité pour que ça soit installé en Martinique. Et quand enfin ça a été voté, nous avons été torpillés par les notaires, par les entreprises, par tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que sans cet outil, on ne peut pas construire. Alors oui. Donc en fait, après l'Atlas des risques, effectivement, il y a eu l'arrivée des plans de prévention de risques qui a été révisé et qui est en cours de révision aujourd'hui. Donc on a vu des améliorations. Donc en tous les cas, c'est un outil aujourd'hui qui nous permet en tous les cas de connaître le niveau d'aléa, quel est le risque encouru au niveau de chaque parcelle. Et en fait, tous les professionnels doivent avoir ce réflexe, en tous les cas, d'aller consulter le plan de prévention des risques à partir du moment où un client a une demande sur une parcelle. Mais au préalable, Hector qui est dans le lit avec Étiennise, il décide d'acheter un terrain. La première mission, c'est de savoir quelle est la nature du sol. Ah oui, Avant de dire on met le stimulus sur la table.
Bon, là encore, on va pas jeter la pierre aux professionnels, mais c'est vrai qu'en tous les cas, non, mais quand je dis ça, c'était pour développer mon idée, mais en fait, en tous les cas, aujourd'hui, il faut que les notaires vraiment entendent que à partir du moment où ils ont un client qui doit vendre une parcelle, le minimum à faire, c'est au moins une étude préliminaire, donc ce qu'on appelle les études G1. Et une fois que celui qui a acheté la parcelle a un projet, à ce moment-là, il va lui passer dans la phase de l'étude, ce qu'on appelle les études de conception d'avant-projet, les G2 AVP. Et en fait, nous, on a à chaque fois des missions qui accompagnent en fait en fait, c'est des missions qui sont en parallèle avec la mission de l'architecte. Donc, quand il fait son esquisse, donc il va être au niveau des G1, donc des études préliminaires. Après, le projet sera là, il va commencer à implanter le bâtiment parce qu'on aura déjà sorti. Il aura commencé à implanter le bâtiment par rapport aux règles d'urbanisme, par rapport au géomètre, voilà, au plan topographique. Et puis nous, on va intervenir à ce stade-là. Donc, on sera en G2 AVP, donc avant-projet. Et après, une fois que le projet il est défini, parce qu'on a tenu compte de nos préconisations, à ce moment-là, nous aussi, on peut passer en phase G2 Pro. Et ça aussi, ça se fait pas beaucoup aujourd'hui. Les G2 Pro, on va dire que pour l'instant, ça reste un peu aléatoire et c'est souvent, on nous le demande plutôt pour les bâtiments. Mais en G2 Pro, en fait, on se contente aujourd'hui uniquement de la G2 Pro, enfin, de l'étude du bureau d'études structure qui a dimensionné les fondations, mais ça ne nous revient pas après en termes de vérification. Et après, on a la surprise. Son terrain, c'est une vie, ça bouge. Oui, mais en fait, la surprise, elle est surtout quand on n'a pas fait... alors, la surprise, elle vient surtout quand on n'a pas contacté, en fait, les professionnels, en fait. Mais vraiment, quand on n'a pas contacté le géomètre, le bureau d'études de sol, le bureau d'études structure, l'architecte, qu'on a pris, on a pris quelqu'un comme ça, là, et puis même l'entreprise, oui. Et puis le contrôleur aussi. Donc, en fait, il faut vraiment en fait, depuis quelques années, on s'applique à entrer dans la communication et à dire que dans le cadre de la maison individuelle particulièrement, parce que tous ceux qui font des bâtiments, en général, ils connaissent le processus. Ils ont leur architecte, l'architecte contacte tous les autres professionnels, mais c'est vrai que Étiennise, pour reprendre vos termes, avec son mari, en fait, ils savent pas où aller. Et donc, c'est à nous de leur dire, en fait, il faut que vous soyez accompagnés par un architecte. Et des fois, les gens vous sortent les histoires des 150 mètres carrés, qu'ils n'ont pas d'obligation, tout ça. À ce moment-là, au moins, prenez un dessinateur qui a déjà fait ses preuves. Il y en a qui sont très compétents. Et donc, mais il faut pas que n'importe qui vous dessine votre maison. Parce nous, on a déjà eu des dessins. Et en fait, quand on a été faire l'étude de sol, mais déjà, rien que l'implantation, on disait à la personne, mais limite, on peut même pas vous faire l'étude de sol là, parce que l'implantation ne nous semble pas appropriée. Ça me fait penser à une chose, Pont Saint-Jacques. 3 ans déjà. Glissement de terrain, on ne va pas refaire l'histoire. Ceux qui étaient assurés, je parle de ceux qui sont assurés, à ce jour, silence radio. On n'entend plus parler de personne. Et ceux qui ne sont pas assurés, il y a toute une démarche à mettre en place. Mais en fait, ce sont des personnes qui ont construit leur vie. Et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, sur ce point-là est assez délicat. Alors, oui, pourquoi je dis qu'il est délicat? Alors, je ne parle pas de Fonds Saint-Jacques, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur cette affaire, mais je parle de manière générale. Alors, pour moi, le principe de bien faire, quand on veut lotir un secteur, d'accord, aujourd'hui, on lotit parfois des secteurs, et puis après, on demande à chaque client de faire son étude de sol. Sauf que, pour moi, il faudrait que le lotisseur, avant de demander à chacun de lotir, en fait, qu'il tienne compte de la globalité du site et qu'on cherche à savoir est-ce qu'il y a une possibilité de grand glissement sur cette partie qu'on va lotir. Et une fois qu'on a écarté le risque, à ce moment-là, on demande à chacun, donc chaque personne qui aura son lot, de faire son étude de sol pour pouvoir justement adapter son projet à sa parcelle. Parce qu'il y en aura qui ont des parcelles plus ou moins pentues et donc il y aura des choses à mettre en œuvre pour que le projet soit construit en toute sécurité.
Malheureusement, dans ce genre de choses, personne ne veut respecter la loi. Tout le monde veut aller vers le plus beau bâtiment, le moins coûteux possible. Et c'est quand demain il y a l'accident qu'on sait qu'il y a tel qu'il faut aller interroger, mais il est trop tard. Ouais, parfois en fait il faudrait vraiment alors le plan de prévention a aussi cet atout de dire attention sur l'ensemble de ce terrain-là, il y a un risque moyen, il y a un risque faible. Donc ça aide, mais c'est vrai que c'est pas suffisant et il faut vraiment réfléchir à mais peut-être comment aider les promoteurs à rentrer déjà dans cette première étude de risque qui, il y a une réalité qui coûte relativement cher quand même, quoi. Parce qu'il y a une réalité économique, on peut pas, voilà. Ça a son coût. Il faut payer, ça a son coût. Oui, mais c'est ça, qui est prêt à payer ça Tout le monde veut faire de la thune, beaucoup d'argent, très peu de dépenses. Et finalement, le dernier qui casque, c'est mon expression, c'est encore le Étienne's et puis Adilbert. Et là, soit ils sont dans une maison qui est complètement lézardée, soit ils sont dans une maison qui s'en va, ils sont dans des situations qui dépassent l'entendement. Puis après, des fois, il y a j'ai envie de dire, peut-être que parfois il y a une espèce de fatalité, c'est-à-dire que quand on est dans le cadre des grands glissements, je ne sais pas si parfois on peut le voir, hein. Oui, mais les professionnels, ils peuvent anticiper. Il y a toute une cartographie qu'ils peuvent assembler. Il y a des choses qu'ils peuvent signaler. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, il faut savoir écouter pour comprendre. Et malheureusement, les professionnels, les vrais qui peuvent alerter, ils ne sont pas invités, ils sont évités. Et c'est ça le drame. Alors, je crois qu'en tous les cas, la DIAL, en tous les cas, au niveau du plan de prévention des risques, je crois que tout le monde avait été invité un peu dans chaque commune à donner son avis, des choses comme ça. Donc, en fait, il faut, de toutes les manières... Pardon, vous parlez de l'enquête publique ? Oui, tout à fait. Allez-y, je vous écoute. Donc... je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment on peut. En tous les cas, à mon niveau, je ne peux qu'alerter les gens et leur expliquer quel est notre métier, comment on peut intervenir pour eux, ce qu'on peut leur apporter. J'ai l'occasion il y a pas très longtemps sur un grand terrain qui était que le propriétaire souhaitait lotir, de lui dire qu'il faudrait qu'il commence par une étude de stabilité pour savoir si potentiellement il peut se développer des glissements, mais à l'état naturel, mais aussi avec les projets. Quand je lui ai fait le devis, voilà quoi, il a trouvé ça hyper cher, il savait pas comment faire. Il est passé par la fenêtre. Peut-être qu'il est passé par la fenêtre, je sais pas, en tous les cas, il est pas revenu. Mais maintenant, voilà, chacun est responsable de ses décisions. Nous, on ne peut qu'accompagner au mieux les gens qui viennent à nous. On ne construit assez souvent qu'une fois dans la vie. C'est toute une vie, l'acte de construire. Maintenant, s'il faut construire pour que demain, on se retrouve avec sa vie là, au fond là-bas, et nous dehors, qu'est-ce qui coûte plus cher ? Réparer ce dégât-là ou avoir entendu, écouté et compris ce que le professionnel avait dit au départ ? Oui, mais tout à fait. Mais le truc aussi, c'est que je pense que en fait, il faut parfois un certain niveau de responsabilité. Comme on disait, par exemple, il y a des permis aujourd'hui qui sont délivrés et où il n'y a pas d'étude de sol. Là, en fait, j'ai envie de dire que parfois, c'est pas de la responsabilité d'Étienne's et de son mari, parce que en fait, c'est le maire, c'est la commune. Mais voilà, parce que Étienne's, elle voit que depuis, elle a grandi dans ce quartier-là, il y a toujours eu des maisons là, il n'y a jamais eu des petits glissements, ou bien même s'il y a eu des petits glissements, c'est au fond dans la forêt là, tout ça, mais où sa grand-mère a toujours vécu, qu'il n'y a pas eu de glissement. Donc elle se dit, mais je vois pas pourquoi je vais pas faire ma maison là. Donc en fait, la première personne vers qui elle se tourne, c'est vers la mairie. Donc elle dit à la mairie, en fait moi je souhaite un permis, et après la mairie lui dit ce qu'il faut faire. Donc maintenant si on dit pas à Étienne's qu'il faut qu'elle aille faire une étude de sol, voilà. C'est aussi cette problématique qu'on a sur les murs de soutènement. C'est-à-dire aujourd'hui on a on a des clients qui vont nous dire que l'entrepreneur est prêt à faire le mur pour eux.
Et très souvent sans Barbacam, sans drain, sans rien derrière. Non, mais c'est surtout sans études. Et sans études, bien évidemment. Donc, et pourtant aujourd'hui, quand même, dans les médias, on entend l'effondrement de murs, des choses comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que les gens, leur premier contact, c'est parfois le constructeur. Et quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit moi j'ai l'habitude de construire des murs, mes murs ne sont jamais tombés, tout ça, donc il faut y aller. Et la personne voit que son talus s'est effondré là, que sa maison est en péril, on va lui dire bon ben il faut faire une étude de sol. L'étude de sol c'est 3 à 4 semaines, donc ça veut dire qu'il y a déjà un mois qui passe. Donc elle se dit bon ben je fais confiance au gars qui a l'habitude de faire des murs. Sauf que non, il faut faire des études, voilà. Donc on insiste, on accompagne, on explique beaucoup. Enfin, moi, je sais que dans mon métier, on a un devoir de conseil. Donc, ce conseil, en fait, je m'applique à le faire parce que je suis aussi dans une logique de construire mon pays et j'ai pas envie que les gens fassent n'importe quoi. Donc, mais après, une fois que j'ai expliqué, une fois que je me suis assurée que la personne a bien compris, après, il est libre de faire ce qu'il souhaite. Et quand on regarde pratiquement ceux qui ont l'acte de construire, entreprise ou autre, quand on leur dit, est-ce qu'ils connaissent quel est le poids de la maison qu'ils ont construite? Ils vous regardent de grands yeux. Hein. Ils n'ont jamais mis une balance en dessous pour voir comment ça pèse. Hein. Mais quand finalement on leur donne le tonnage que ça a, le poids, tout le monde est inquiet, tout le monde se pose des questions. Or, de plus en plus, on a vu arriver des constructions avec un poids assez énorme sur un sol qui, tôt ou tard, allait bouger. Et ça, l'étude préalable, on ne sait pas. Alors, l'étude préliminaire, comme je disais, ne donne pas ces informations-là, mais en tous les cas, l'étude de conception donne des éléments qui permettent après au bureau d'études structure de dimensionner correctement les fondations, de savoir quel type de plancher faire, d'avoir les dispositions pour les murs de soutènement, s'il y a des murs enterrés, des choses comme ça. Non, mais c'est clair. Enfin, en tous les cas, le bureau d'études structure est partenaire et le bureau d'études de sol est partenaire avec le bureau d'études structure. Si ces deux-là ne s'entendent pas, ça veut dire qu'il y a un souci, quoi. Et s'il y a un qui existe et l'autre n'existe pas, il faut dire au client qu'il y a un problème, quoi. Non, logiquement, normalement, vous avez ces deux personnes et après, une fois, parce que ça, il faut beaucoup insister. Là, on est sur la phase étude, mais après, il y a aussi choisir l'entreprise. Voilà, que vous souhaitez. Une fois que vous avez choisi l'entreprise, il faut avoir le contrôleur technique. Le contrôleur technique, lui, sa responsabilité, c'est de vérifier que l'étude de sol a été réalisée, qu'elle est conforme, que le bureau d'études structure a respecté les préconisations de l'étude de sol et aussi tout ce qui est règle les eurocodes, donc il a bien dimensionné, il a bien chaîné, en fait. Didier Derry avait déjà expliqué sur votre plateau toute cette problématique parasismique. Et puis après, une fois, lui, il contrôle l'entreprise. Il va venir, il va réceptionner le fond de fouille, donc savoir si on est au bon sol ou pas. S'il y a un souci, à ce moment-là, il rappelle le bureau d'études géotechniques pour que ce soit le bureau d'études géotechniques qui vienne réceptionner le bon sol. Et après, il vérifie le ferraillage des fondations, il vérifie le dallage. Et donc ça, il faut que... ça a un coût, c'est vrai. Mais comme vous dites, c'est un projet de vie, quoi. Et aujourd'hui, en plus, et je trouve ça un peu dommage, la communication, elle n'est pas assez forte, mais au niveau de la CTM, depuis des années, il y a quand même une prime à la construction, donc qui aide en tous les cas les personnes à pouvoir, en tous les cas, payer tous ces intervenants-là afin qu'ils soient présents dans leur acte de construire. Et ça, il faut vraiment... Et de la même manière, il y a je crois, 1 an ou 2, il a été mise en place par la CTM une aide. Là aussi, il n'y a pas encore beaucoup de communication dessus, mais je communique dessus parce que je trouve ça hyper important et en fait, qui aide les gens à construire leur mur de soutènement quand le mur s'est effondré, quand il est en cours d'effondrement. Donc en fait, il faut vraiment que les gens se rapprochent de la CTM. Alors ils vont être peut-être envahis par la CTM après cette émission, mais au moins, je préfère que la CTM soit envahie par eux, et puis au moins, ça veut dire qu'ils seront dans une démarche de bien construire leur maison, quoi. C'est le devoir premier de la CTM d'accompagner. Et de faire comprendre toute la réglementation.
Et on voit malheureusement dans notre rétroviseur combien de murs qui s'effondrent, combien de tuyaux qui s'en vont, combien de terrains qui ont été aménagés en dépit du bon sens, mais surtout en absence de drain. Or, le phénomène du drain en Martinique, c'est pas facile à faire entrer dans je dirais, le ciboulot de beaucoup. Alors on sait, en tous les cas, c'est clair que si vous faites un mur de soutènement et que vous ne mettez pas de drainage, c'est clair que de toutes les manières, tôt ou tard, il va s'effondrer. Donc, voilà. Donc, mais en tous les cas, justement, quand on fait les études correctement, donc on fait son étude de sol, on appelle le bureau d'études structure, et en plus, les bureaux d'études de sol dimensionnent aussi des ouvrages. Donc, les ouvrages géotechniques sont dimensionnés par nous. Et puis les murs de soutènement classiques en béton armé sont dimensionnés par le bureau d'études structure. En général, ça se fait un peu comme ça. Donc en fait, il faut vraiment faire appel à des professionnels. Et après, il faut comment ça s'appelle ? Il faut faire appel à l'entreprise. Et comme vous ne savez pas, vous êtes pas professionnel dans le BTP, vous savez pas comment ça se construit un mur de soutènement, faites appel à un contrôleur. Il viendra vérifier toujours comme la maison, hein, il viendra vérifier est-ce qu'ils sont au bon sol dans le cadre de murs de soutènement, s'ils ont bien ferraillé, des choses comme ça. Mais tous ces métiers-là ont une assurance. S'il y a un problème, il y a de quoi se retourner contre vous, contre votre assureur. Ah, et comment qu'on a une assurance ? Mais c'est énorme dans notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on paie des assurances, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Hein, c'est énorme. Donc, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les bureaux d'études devraient être assurés. Et je pense qu'en tous les cas, ceux qui sont sur la place le sont. En tous les cas, structure ou bien de sol, je l'espère. En tous les cas, de toute façon, c'est une vérification. Le client, quand il commence à travailler avec un architecte, un bureau de sol, un bureau d'études, voilà, il faut leur demander leur assurance décennale, responsabilité civile. Si la personne vous dit je vous envoie, vous ne voyez pas, passez par la fenêtre, partez, il y a un problème. Donc oui, effectivement, nous sommes assurés, et donc s'il y a un problème, le client est en capacité, en tous les cas, il se retourne contre nous, tout à fait. Malheureusement, on a encore beaucoup de professionnels qui nous regardent, qui n'ont pas l'assurance décennale. Malheureusement. Un accident, ça se commande jamais. Je m'enlève à nous regarder. OK? Mais si on écoute toute mamie qui nous dit là, j'ai averti par tu es vu femme en caille, prends précaution. À ce moment, on sait où se mettre. J'espère qu'ils vont écouter, ils vont comprendre qu'il est urgent de faire le nécessaire pour t'assurer. Oui, mais enfin, je pense que tous les professionnels savent qu'il est... Enfin, ceux qui ne sont pas assurés, ils ont peut-être d'autres objectifs, mais tous ceux qui savent, qui veulent travailler en tous les cas pour construire ce pays de manière rigoureuse, de manière honnête, dans les règles de l'art. Voilà, savent que de toute façon, ils ont une assurance. J'ai tellement entendu des entreprises me dire, les 10, 15, 20 ans à payer, rien pas arrivé, moi donc m'arrêter de payer. Comme on le disait en automobile. Comme on le dit toujours en automobile, il y a combien de véhicules qui circulent sans assurance? Et puis quand ça fait boum, on a toute une vie des fois à mettre sur la table. Mais pour revenir sur la question de sol, quand on regarde le nombre de glissements que nous avons ici, on ne peut pas dire que c'est uniforme, la Martinique. C'est très variable. Ah oui, tout à fait. Les sols du Lorrain ne sont pas les mêmes sols que ceux d'Ajoupa-Bouillon. Ceux d'Ajoupa-Bouillon ne sont pas les mêmes que Sainte-Anne. Voilà. Et puis même les sols du Lorrain qui sont dans un quartier X ne sont pas les mêmes qu'un quartier Y. Donc non, on n'a pas des sols homogènes. Hein. D'où l'intérêt de faire sa propre étude. Ah oui, tout à fait, oui. Oui. C'est-à-dire que quand on part du principe que ma voisine a déjà fait l'étude de sol et que je prends son étude de sol pour faire mon étude de sol, non. Erreur fatale. Voilà, tout à fait. Et puis même des fois, on constate que sur la même parcelle, c'est incroyable. Hein. Enfin, ça semble incroyable ce que je dis là quand je dis ça aux clients. Mais des fois, on fait 2 sondages à 5 mètres près. Ce ne sont pas les mêmes sondages. Donc en fait, il nous faut analyser vraiment la zone d'emprise du projet. Et au-delà de ça, regarder aussi ce qu'on appelle la zone d'investigation géotechnique. Au-delà de la zone de construction, qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes sur le bon sol. Quand on voit le nombre de constructions sur le remblai,
Ça aussi. Et comment on sait faire le remblai ici? On pousse le tracteur compact et puis on voit. Pas de drainage, pas de pieux, rien du tout. Oui, mais là, vous prenez des exemples à chaque fois de personnes qui n'ont pas fait d'études. Mais c'est le classique de Martinique. Non, j'ai envie de croire que depuis une vingtaine d'années, voire plus, je dis une vingtaine d'années parce que je suis là depuis une vingtaine d'années, mais avant moi, il y avait des géotechniciens. Je pense à Monsieur Hannequin, qui a été un des premiers géotechniciens de Martinique que j'ai connu, qui est à la retraite. Avant, il y a eu des géotechniciens, il n'y avait pas d'obligation de faire des études de sol, mais ils militaient pour qu'il y ait des études de sol depuis longtemps. Et après, c'est arrivé, donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans une culture de risque. On doit toujours éduquer, parce que voilà, on doit toujours informer, éduquer sur cette culture. Mais je pense que globalement, en tous les cas, ceux qui font appel aux professionnels, ils construisent bien. Et sont fiers demain à faire la transmission lors des héritages ou lors des votes. Voilà. Ah oui, tout à fait. Mais bon, après, oui, tout à fait. Mais après, il y a même ceux qui... parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réhabilitation. Et là aussi, dans le cadre de réhabilitation, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une réhabilitation et qu'il y a un architecte derrière cette réhabilitation, en tout cas de ceux que je connais, ils font l'étude de sol, parce que souvent les gens pensent que dans le cadre de la réhabilitation, il n'y a pas d'étude de sol à faire. Sauf que si vous voulez ajouter un étage, si vous voulez changer la destination de la maison que vous achetez, parce que avant... Mais voilà, donc il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic géotechnique, et nous on le fait, on fait des reconnaissances de fondation. Donc en fait, on arrive à savoir la géométrie des fondations, à quelle profondeur, s'il y a un ancrage, et si par exemple vous voulez ajouter un niveau, une fois qu'on a cette géométrie, on connaît les contraintes du sol, le bureau d'études structure, lui, il va vous dire si votre fondation est correctement dimensionnée ou bien s'il faut renforcer, faire des reprises en sous-œuvre. Ou si votre dalle de voirie peut accepter les charges qui vont passer dessus. Tout à fait. Donc, dans le cadre aussi, on parle souvent des maisons neuves, mais dans le cadre aussi de la rénovation, il faut vraiment insister pour dire que nous sommes là, et les géotechniciens, et qu'il est important de faire le diagnostic. J'espère qu'on vous écoute. J'espère qu'on va vous comprendre qu'il est capital de faire cette démarche. Mais, à un moment donné, au niveau des banques, il me semble, peut-être que je me trompe, les banques exigeaient certaines études. Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Alors, effectivement, je me rappelle qu'il y avait, en tous les cas, il y avait quelques années de ça. Je sais que j'avais des clients qui me demandaient effectivement l'étude de sol, et que c'était leur banque qui leur demandait de mettre cette étude de sol dans leur dossier de financement. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais vraiment, je ne sais pas. En tous les cas, je sais que les assurances, quand les clients font appel à leur dommage ouvrage, je sais que eux, par contre, sur ça, ils sont intransigeants. Hein. Ils sont sur les toutes petites virgules qu'on ne voit pas dans le contrat. Hein. Et ça, ils sont exigeants. Hein. Et c'est pourquoi nous disons quand on construit. C'est peut-être une seule fois dans la vie qu'on le fait. On doit préserver sa famille, les enfants, tout. Donc on doit tout sécuriser. Tout à fait, mais cette exigence, en tous les cas, c'est vraiment dans le but de sauvegarder le bien, et que, comme vous dites, hein, que le bien soit transmis. On doit être aussi dans un processus de transmission. Je ne vais pas vous taquiner sur la partie publique, parce que nous connaissons les comportements de nos dirigeants. Autant les OCTV, ou par derrière, il y a un petit qui est dans le placard qui vous mord les talons, les tibias. Mais il y a tellement à dire là-dedans encore. Et l'exemple vient d'en haut. Donc je ne taquine pas dessus. Je ne sais pas, mais dans mon domaine, je ne sais pas, le comportement des dirigeants, je ne vais pas parler du comportement des gens. Moi, je me dis, comment ça s'appelle? Aujourd'hui, on a des organismes publics. À l'intérieur de ces organismes publics, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens. J'espère qu'ils font leur job, voilà. On appelle ça des mesures coercitives, qui sont accompagnées par l'entre-soi.
Dans l'entre-soi, on consulte les copains et on évite ceux qui dérangent. C'est tout mon passé. J'ai beaucoup travaillé avec le public. Et malheureusement, aujourd'hui, nous payons très cher la facture pour ces erreurs du passé. Espérons que les générations qui sont actuellement dans le berceau vont bénéficier de tout votre parcours. Alors, en tous les cas, aujourd'hui, avec la société que je dirige, j'ai de belles expériences avec alors je vais pas les citer pour ne pas faire de pub, mais j'ai envie de dire, en tous les cas, j'ai des communes aujourd'hui pour qui je travaille, mais vraiment qui font appel à tous les acteurs et qui sont vraiment à l'écoute. Et parfois, on voit bien qu'il y a un vrai échange sur un projet mené. Eh ben, il y a un véritable échange entre l'architecte, le bureau d'études de sol, le bureau d'études de structure, et franchement, ça se passe bien. Maintenant, je ne suis pas sur toutes les communes, enfin, il y a quelques communes. En tous les cas, celles pour qui j'ai travaillé depuis 3 ans, franchement, ça se passe bien. Bon, on ne va pas les nommer, mais on sait. On sait que dès lors qu'on a un permis de construire, la responsabilité de celui qui a signé le permis de construire est en jeu. Et comme il y a eu beaucoup de procédures, beaucoup de retours de flammes, il y a ceux qui sont obligés de s'aligner maintenant. Se mettre au goût du jour. Respecter les règles de la nature, respecter les règles de la construction. Oui, mais en fait, je pense que ça rentre dans le cadre comme je disais, de l'éducation au risque naturel. De plus en plus, on en parle et donc, du coup, ils en prennent conscience et ils travaillent pour, à mon sens. Hein. Là, dans un autre domaine, vous avez bien vu l'actualité ces derniers temps. Ça fait plus d'1 mois qu'il pleut en permanence dans le nord de la France. Vous avez vu le nombre de villas qui sont dans l'eau depuis un moment. On croirait qu'on est à Venise. Et ça, ce sont des dégâts futurs. On a vu pendant la sécheresse beaucoup de bâtiments qui se sont lézardés. Mais nous, ça qui fait notre bois, là, ça va pas tarder pour nous. Hein. Est-ce que vous êtes prête? Alors, j'ai pas envie d'être catastrophique. J'ai simplement envie de dire que depuis un certain temps, quand même, il y a des gens qui travaillent dans ce pays et donc en fait qui mettent en œuvre des moyens pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que quand on comment ça s'appelle? Quand on voit que depuis des années, il y a une prime à la construction parasismique, c'est quand même des leviers qui montrent qu'ils ont pris conscience des choses et qu'ils veulent mettre. Politique. Pardon ? C'est la conscience politique. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, mais pour penser cet aménagement du pays, ben on doit tous se regrouper. C'est-à-dire il faut avoir les politiques, il faut avoir les partenaires privés et s'asseoir autour d'une table et voilà et y penser. Aujourd'hui, il y a des associations, par exemple dans le BTP, il y a des associations dans le BTP. Je crois que ces associations-là sont entendues. Mais bien sûr que il y a comment dire ça. On est dans un processus, on peut pas tout de suite avoir les choses, ça va prendre du temps. Mais c'est-à-dire que je reste persuadée que cette conscience politique par rapport au risque existe. Par exemple, j'ai eu à travailler avec l'Espace Sud à la demande des élus de l'Espace Sud, leur expliquer le PPR, enfin ils voulaient avoir ma vision par rapport à l'expérience que j'avais. Donc du coup, je vois que par exemple une cellule comme l'Espace Sud où il y a des professionnels de l'urbanisme qui étaient là et des gens mais vraiment des personnes performantes qui étaient vraiment à l'écoute et qui se posaient des questions dans le cadre de la révision du PPR. Donc on voit bien que cet esprit-là est là. Maintenant, mettre en place des choses c'est vrai qu'il faut aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il ne faut pas non plus se dire que rien ne va se faire. Heureusement qu'ils ont pris cette conscience politique, heureusement qu'il a fallu les titiller en permanence, les attraper par la cravate et puis faire comprendre qu'il y a un problème là, il faut le régler. Il faut faire ces séminaires, il faut faire tout ce qu'il faut. Parce que là, nous avons pris un sérieux retard, mais la nature avance tranquillement. Et nous donne une petite claque au feu et à mesure. Et on dit souvent, Dieu paye tard, la monnaie de sa pièce est toujours juste. Les paye pas d'eau. Et il donne des signaux
il nous avertit, prends précaution, on a fait ci, fait ça. On le voit en termes de cyclone. Bah, au niveau français, on a une avance énorme, parce qu'on a pris quelques claques. Maintenant, en termes de glissement de terrain, en termes de ce qui se passe sous le sol, qu'on est loin de s'imaginer. Non, mais enfin, j'ai envie de dire que la vie peut-être cyclique. Tout le monde a peut-être sa propre définition, mais il y a ceux qui vont semer. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont semé, et puis ma génération et les autres générations vont être ceux qui vont récolter. Donc on récolte de vos fruits, et donc du coup on récolte vos fruits, et donc du coup c'est à nous aussi de continuer ce que vous avez fait. Mais peut-être maintenant, à l'époque, vous aviez une équipe, des équipes en place. Aujourd'hui, il y a de nouvelles équipes. Et puis peut-être avec d'autres visions. Et ce que vous faites comme émission aussi pour la population, mais en même temps pour les élus, eh ben en fait, il faut continuer. Et donc, la claque des glissements, en fait, on a quand même eu le tout premier glissement, de mon époque, parce qu'après, il y en a peut-être eu, mais le glissement de Font-Saint-Denis. C'est un glissement qui avait déjà alerté. Donc, aujourd'hui, après, il y a eu Soleil Levant, il y a eu Mont-de-la-Croix, il y a eu Mont-Calebasse. Voilà, il y a eu Mont-de-la-Croix, il y a eu Mont-Calebasse. Donc, c'est des exemples de glissement. Et ben justement, le PPR, justement, s'adapte à ces configurations. Alors, est-ce qu'on pouvait les prévoir? Est-ce qu'on pouvait... on peut toujours parler de ça en disant ouais, on aurait pu, machin, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça n'arrive plus. Voilà, c'est surtout ça. De là, jeter la pierre, oui, on aurait dû, machin. Je pense que, ok, on peut faire cette analyse-là, mais c'est surtout se dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que ça n'arrive pas, pour qu'on puisse sauvegarder des vies, pour qu'on puisse évacuer les zones qui aujourd'hui ont été définies comme inondables. Parce que vous prenez le plan de prévention des risques et vous savez aujourd'hui quelles sont les zones inondables. Et maintenant, il y en aura peut-être d'autres. Et à ce moment-là, on va ajuster. Mais en tous les cas, il y a une révision aussi qui est en cours. C'est aussi de la responsabilité de l'État d'amender ces outils qu'on a aujourd'hui pour les rendre de plus en plus performants. Vous avez deux héritages. L'héritage de ce qui a été très 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 mal fait hier et l'héritage de la partie que nous avons commencé à améliorer. Les deux. Et votre génération, là aujourd'hui, elle a du pain sur la planche. En fait, si on hérite de ce qui a été très très mal fait, on va bien faire. Aujourd'hui, il y a des compétences, en Martinique. En plus, il y a des compétences martiniquaises sous le territoire. Voilà. Et puis, il y a des gens qui sont d'une autre génération, qui sont encore là et qui, à mon avis, sont en capacité d'accompagner. Vous avez reçu dernièrement Didier Deris, Serge Capgras. C'est des personnes qui sont là depuis des années et qui, à mon avis, sont dans une démarche de transmission. Donc maintenant, il s'agit pour nous, ceux qui ont plus de 40 ans, j'ai déjà plus de 40 ans, je me rapproche plutôt de la cinquantaine, mais d'inciter en fait les jeunes à se former et à embrasser ces carrières-là, parce que le domaine du BTP attend que les jeunes, en fait, on les attend et en fait on va à leur rencontre. Il y a une association d'étudiants du passé, des F4. Ce qu'on appelait le bac F4 à l'époque, au lycée de Trinité. On a formé une association. Cette association-là a pour objectif d'aller vers les jeunes, de leur présenter nos métiers. Mais après, il faut aussi que les établissements scolaires en fait, viennent nous voir pour nous demander de venir parler à ces jeunes. Aujourd'hui, par exemple, le COBATI, qui est une association qui regroupe les professionnels du BTP, les chefs d'entreprise, quelques chefs d'entreprise du BTP. Depuis des années, on porte un projet, le TICOSE, le trophée COBATI, qui récompense un élève méritant de la filière. Voilà, il y a encore des choses à faire. Mais je crois qu'il y a une volonté humaine de faire ces choses-là, la formation. Et donc, oui, vous avez travaillé, et puis il y a une génération qui est en train de travailler, qui justement récolte aussi, comme vous dites, ce qui n'a pas été bien fait, mais et qui a la volonté d'améliorer les choses. Alors, il y a une génération
qui est arrivée, elle est toute récente. Tout le monde est formé sur le continent, comme on dit, dans la faculté de Paris, mais avec les problèmes parisiens, pas les problèmes antillais. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils restent parisiens. Et nous avons constaté beaucoup de planches à voile qui viennent ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le rythme antillais. Et heureusement, il y a un réveil antillais qui fait qu'il y a la compétence. On a des personnes OK, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut lancer ces sujets-là, il faut lancer le débat. Mais aussi, c'est pas parce que on a certains grands médias qui préfèrent venir montrer un petit jeune qui est parti avec le cornet, enfin, le trait de pistache, pour montrer le petit jeune qui réussit à faire des cornets de pistache sans passer par tout ce qui se fait actuellement. Parce qu'il a innové. Alors, pour reprendre votre terme, nous aussi, on a été formés dans les facultés de Paris, mais on est revenu au pays, on a construit le pays. Donc, en fait, aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent partir, mais quand ils reviendront, ben, ils seront formés aussi, comme nous, on a été formés. Mais avec, avec le complément martiniquais. Mais nous, quand on est arrivé, en fait, le complément martiniquais, il existait. On a aussi été formés sur place, ou on s'est formé aussi sur place avec ce qui existait. Donc, quand eux, ils reviendront, ben, heureusement, ils auront déjà toute une génération d'ingénieurs. En tous les cas, je parle pour les ingénieurs, toute une génération d'ingénieurs qui ont envie de transmettre. Je citais 2 exemples. Mais après, quand vous me parlez, la même chose. Il y a des Français aussi de l'Hexagone qui viennent dans le pays, et eux aussi, ils n'ont pas d'autre choix de s'adapter au pays. Et il y en a qui ont fait carrière en Martinique, qui sont toujours en Martinique et qui construisent ce pays. Si, et puis il y a aussi les planches à voile qui sont là pour la prime. Non, mais c'est ça que je vous dis. Je vous parle de mais on sait très bien. Oui, mais on sait très bien pour reprendre votre terme, avec ceux qui font de la planche à voile, on ne va pas construire le pays. Mais donc c'est à nous aussi de prendre conscience qu'il y a ceux qui sont en planche à voile qui ne vont pas construire le pays, puis il y a ceux qui viennent d'autre part, mais qui veulent construire le pays. Et avec eux, on doit construire ce pays-là aussi, parce qu'ils ont été formés comme nous, ils ont les compétences. En plus, nous, on a ce truc de la compétence, mais aussi de la culture qu'on a, parce que quand vous allez faire une enquête sur l'arrière-pays, enfin l'arrière-pays, comme c'est un arrière, enfin bref, dans les campagnes, dans les campagnes de Sainte-Marie ou dans les campagnes du Lorrain, et puis que vous voulez avoir vraiment touché l'histoire de comment ça s'appelle, de ce quartier-là, ben vous allez faire appel au grand-père ou à la grand-mère, sauf qu'en fait le grand-père et la grand-mère ils parlent créole, donc c'est pour ça que je dis que en fait nous devons ensemble construire ce pays-là, et la notion du risque, et ben en fait c'est ensemble dans l'aménagement du territoire, il faut penser ensemble. Si on fait les choses seuls, on n'ira pas bien loin. On peut pas aller seul. C'est comme dans un tango, on peut pas le danser seul. C'est comme en amour, ça se fait à 2. Nous avons rencontré des idéales qui ont une conscience professionnelle, une conscience du bien faire, avec qui on a travaillé, qui nous ont beaucoup aidés pour faire avancer les choses, pour améliorer les choses, pour faire la correction au niveau de nos dirigeants, de nos maires et de nos politiques. C'est avant tout, le maire, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est pas le bâtiment, hein. C'est la taxe à l'équipement qu'il va percevoir. C'est ce qu'il va engager comme impôt. Le reste, c'est pas son souci premier. C'était plus. Aujourd'hui, il a commencé à comprendre sa responsabilité pénale. Personnel est engagé des fois. Donc il a fallu les bousculer. Je sais pas, Non, je sais pas s'ils prennent conscience de ça que maintenant. Je pense qu'ils ont toujours pris conscience de ça. Quand même. Non. Je ne vais pas vous attirer des ennuis, je ne vais pas attirer des ennuis. Ah non, mais vous n'allez pas m'attirer d'ennuis. Moi, voilà, mais moi, je ne les connais pas personnellement, donc je ne peux pas répondre à leur place. Moi, je vous dis, ça n'a pas été facile. Malheureusement, on a encore des personnes qui payent très cher, le fait de ne pas avoir écouté, le fait de ne pas avoir compris ce qu'on leur disait. Maintenant, votre génération est là, bravo, vous leur dites, faites attention, il faut ci, il faut ça. Maintenant, débrouiller à pas pécher, on a perdu de plus en plus. Heureusement pour nous, on perd cette habitude. C'est pas. Je prends l'exemple. Le premier complexe qui a été fait en Martinique par Sismic. 1925 logements de la Batelière.
C'est là où est arrivé le premier camion toupie en Martinique. C'est un petit DAF, 4 mètres cubes 500. On fait bon la fête et puis ça. Il faut voir le parc aujourd'hui. Plus personne ne coule une dalle si la toupie n'arrive pas. Donc il y a eu beaucoup de combats. Grâce à vous, Deris, Capgras, enfin tous ceux qui étaient là, d'autres vieux, toutes ces personnes-là, on a amélioré la situation. Ça n'a pas été simple. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, ben, on vous écoute, on comprend ce que vous dites aux parents, envoyez vos enfants vers l'avant. Aux autres, sortons-les de l'abri de bus. Papy, même s'il passe à écrit français, mais écoutez, enregistrez. Parce qu'il a des choses à dire, et il a un parcours, il a un vécu. C'est ça la transmission. Alors, au niveau de l'abribus, vous avez créé, vous m'avez dit, une association pour sortir des jeunes, pour les stimuler. Alors, en fait, je n'ai pas créé l'association. Vous avez participé. En fait, je suis membre de 2 associations. Donc, une association qui s'appelle le Coubati Martinique et en fait qui récompense un jeune méritant de la filière du BTP. Et puis après, il y a une autre association qui regroupe aujourd'hui tous ceux qui ont fait la filière F4 en Martinique. Et en fait, qui vraiment réfléchit à... F4, mamie qui écoute ça. Parce que... Alors, F4, c'était à l'époque, c'était ceux qui étaient génie civil. Voilà, c'était le bac F4. Et donc, en fait, c'est une association qui réfléchit plus à la formation et comment, en fait, redonner envie aux jeunes, en fait, d'embrasser les carrières du BTP. Mais vraiment. Après, ceux qui sont dans l'abribus... Mais bien sûr qu'en fait, j'ai envie de dire que tout le monde a envie de les sortir de l'abribus. En fait, j'espère, parce qu'en fait, pour moi, c'est peut-être complètement perso, mais pour moi, c'est un aveu d'échec de notre société chaque fois qu'il y a un jeune dans un abribus. C'est pas perso, c'est un aveu d'échec. Mais après, je sais pas si tout le monde pense comme ça. Mais pour moi, chaque fois qu'il y a un jeune dans un abribus, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'en fait, notre société, il y a un endroit où on a échoué. Donc maintenant, c'est bien beau parfois de mettre ça sur le dos de la famille, sur machin. Mais même quand une famille, en fait, j'ai envie de dire, même quand une famille ne peut pas, ben normalement, en fait, la société devrait pouvoir, parce que j'ai envie de dire qu'à mon époque, on était éduqués par nos parents, mais tout le quartier nous portait. Donc, c'est ce qui a disparu en Martinique. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui a disparu et nous nous battons pour que ça puisse revivre. Mais le problème, c'est qu'après, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui sont passionnés, qui accueillent des jeunes dans leurs entreprises, des apprentis, tout ça. Mais il y a une telle difficulté, c'est pas une difficulté. Il y a une violence administrative. Non, mais il y a une violence administrative et politique qui fait que finalement, vous avez intérêt à être dans votre petit coin et ne rien faire. Non, mais je parlais de la difficulté. C'est même pas une difficulté de savoir-faire, c'est une difficulté de savoir-être. Oui. Et ça, c'est difficile pour nous en tant que chef d'entreprise d'agir sur le savoir-être d'un individu. En fait, j'ai envie de dire, quand on est au sein de nos sociétés, on n'a pas le temps. Enfin, nous, aujourd'hui, quand on veut avoir un apprenti, on veut quelqu'un qui arrive, qui sache dire bonjour, qui soit habillé correctement, qui arrive à l'heure. Voilà, un savoir-être. Et aujourd'hui, en tous les cas, le constat que font beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que ce savoir-être-là, il n'est même pas là. Vous savez pourquoi il n'est pas là ? Depuis la suppression du service militaire. Cette responsabilité a disparu. Mais il y a encore quelques petits jeunes à qui on peut dire, bon, attends, Robert, là, ils comprennent. Ah non, mais même bien sûr. Ah non, mais le discours n'est pas fataliste. On a des jeunes qui ont décroché, qu'on rattrape et après, mais il y a une réalité, ils sont combien ? C'est ça. Et maintenant, après, ceux qui n'ont pas décroché, ben oui, bien sûr, ils font des parcours formidables. Et on ne doit que les accompagner. Mais c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais il y en a tout plein qu'on n'arrive pas à accompagner. Alors là, on a une chance. C'est une chance énorme de la nature.
c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer, il y a tout un réaménagement de la Martinique à faire. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de refaire ce réaménagement. Donc c'est à ce moment qu'il faut aussi profiter de cette situation pour remettre tous ces jeunes-là sur le rail, une pelle, une pioche, pour qu'on puisse enfin voir qu'ils sont prêts à construire ce pays. Oui, mais en fait, on le disait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, l'aménagement l'aménagement global de la Martinique, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais pas simplement politiquement, mais il faut en fait imbriquer la société civile dans cette grande réflexion, dans l'urbanisation de tel ou tel quartier, de tel ou tel périmètre. Il faut réfléchir à tout ça et après. Surtout que les compétences sont là. Il y a des personnes, il y a des urbanistes en Martinique, et puis oui, on a tout. Maintenant, il faut une volonté, il faut une volonté de le mettre en œuvre. Il faut une volonté politique de se dire il y a ça. Mais on ne peut pas toujours attendre, enfin, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas toujours attendre que sur le politique. C'est-à-dire il faut une volonté aussi de nous, Martiniquais, de prendre en main certaines choses et de leur porter et de leur dire voilà comment on peut faire les choses. On peut leur porter ce que l'on veut. Lorsqu'on arrive en face de l'entre-soi, on est rejeté. Et c'est pourquoi nous disons c'est une question de courage politique, de se dire oui, nous coûter Zouk TV, nous comprendre, il y a un problème là. Ces petits jeunes là, nous pouvons mettre là, on peut faire ci, on peut faire ça. On peut sortir ce pays de ce carcan. Qu'on le veuille ou non, la nature va nous pousser à le faire. Et on a toutes les compétences requises pour ça. Il faut peut-être briser l'entre-soi, il faut avoir le courage de briser. Mais oui, mais il faut avoir le courage de briser l'entre-soi. À partir du moment où on veut construire notre pays, il faut avoir le courage de faire les choses et d'aménager le pays, de dire aux gens, voilà, entourez-vous de professionnels pour pouvoir construire votre projet de vie. Ça, il faut pas passer à côté. Madame Ramayel, c'est tout un plaisir de discuter avec vous, de débattre avec vous, mais il y a ce qu'on appelle l'horloge. Le coup près va tomber. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Mais celle que je viens de faire. En tous les cas, au niveau de vos téléspectateurs qui ont un projet de construction, entourez-vous de votre géomètre, d'un architecte, d'un bureau d'études de sol, d'un bureau d'études structure et d'un contrôleur technique. Puis au niveau de tous les Martiniquais, voilà, il faut qu'on construise ce pays. Il est en pleine évolution. Et puis il faut pas pleine mutation. Si vous voulez, mais en tous les cas, il ne faut pas, comment dire ça, on doit être au rendez-vous, voilà. On doit être au rendez-vous et on ne doit pas laisser, il est temps qu'on ne laisse pas autant de jeunes sur le bord de la route, quoi. Il faut leur tendre les bras. Non, mais on doit leur tendre les bras, mais eux aussi, en fait, ils doivent aussi entendre que ce pays a besoin d'eux et qu'ils ont aussi, il leur appartient de retrouver le chemin de la formation, de retrouver de l'espérance. C'est à nous, plus âgés aussi, de leur dire, il y a un chemin d'espérance. Il faut savoir les écouter, oui, dialoguer, et surtout leur dire, pour conclure, pour 5 minutes de plaisir supplémentaire, on peut avoir des années de bonheur en moi ici. Des années. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, disons à nos jeunes, les hommes, vivez pour la rue, au boulot. Merci encore et à très bientôt. Merci.